horreur que des gens accumulent trop de monnaie. Il me semble que sur la malfaisance de ce qui s'est passé en 73, la malfaisance d'avoir abandonné la création monétaire, moi je vois un État ruiné. Ruiné. Donc l'État, il faut comprendre que les riches ont beaucoup à craindre d'un État fort, qu'ils ne contrôleraient pas. Et donc, dans leur stratégie, et on le voit partout dans le monde, ceux qui s'appellent libéraux s'attachent à détruire les États. Et pour les détruire, une des bonnes façons, c'est de le ruiner. Alors, le ruiner en le privant de ses ressources. Et Galbraith souligne très bien que toutes les grandes crises sont précédées de la diminution de l'impôt des plus riches. C'est un marqueur pour savoir quand ça va péter. Regardez, quand les riches commencent à voir leurs impôts qui descendent fortement, c'est qu'on est en train d'arriver au moment où il va y avoir une crise. Et il a raison, Galbraith, je trouve que ça colle. Là, vous voyez qu'en ce moment, les riches, très souvent, les riches ne payent pratiquement plus d'impôts du tout. Et donc, quand les riches ne payent plus d'impôts du tout, il faut se rendre compte de ce que ça représente comme gouffre, comme ressources qui manquent à l'État. Donc, sur le plan des ressources, on ruine l'État en le privant de ses ressources, mais aussi en l'endettant et en lui faisant payer un intérêt sur sa dette, on lui colle des charges supplémentaires, on lui colle des dépenses supplémentaires. Il faut se rendre compte aujourd'hui que l'intérêt de la dette, juste pas le remboursement de la dette, juste l'intérêt nous coûte à la France, donc un des pays parmi les autres, ça nous coûte 45-50 milliards par an. Mais oui, d'euros. C'est considérable. C'est 50 milliards juste pour une dette, j'insiste, pour une dette c'est juste l'intérêt non nécessaire. Une dette qui n'est pas nécessaire. Si l'État avait gardé surtout le droit de créer la monnaie dont il a besoin, le droit d'emprunter auprès de sa banque centrale, ce qui veut dire le droit de créer la monnaie dont il a besoin, il n'aurait pas besoin de payer ses intérêts. Or, le montant des déficits, André-Jacques Holbeck, qui a écrit un petit livre important pour comprendre, qui est simple, il est court, ce petit livre-là, il en a écrit un autre qui est bien aussi, La dette publique, une affaire rentable, et Argent, dette et banque. C'est deux bons André-Jacques Holbeck, deux bons petits bouquins qui vulgarisent bien, qui permettent de bien comprendre. Bien. Alors lui, il a fait un travail qui n'est pas facile parce que les chiffres sont plus tous disponibles, donc il faut partir à la pêche aux chiffres. Mais depuis 1973, en gros, les dépenses publiques n'ont pas augmenté. Les dépenses publiques n'ont pas augmenté. Sont en pourcentage à peu près les mêmes toujours. Et donc, mais qu'est-ce qui fait qu'on est de plus en plus endetté? Vous regardez, c'est le service de la dette. C'est-à-dire que le montant du déficit au début, en 73, la dette n'était pas importante, et le service de la dette n'était pas important, et le déficit n'était pas important. Et puis, année après année, le déficit, il correspond en gros mais c'est quand même étonnamment proche, c'est l'ordre de grandeur. Le déficit de la France, de l'État France, correspond en gros, chaque année, au service de la dette. En diminuant les ressources de l'État, en augmentant ses charges. Et en prenant la décision, chaque année, il faut se rendre compte que les parlementaires, chaque année depuis 1973, ont pris la décision de ne pas équilibrer ce déficit croissant, ils auraient pu l'équilibrer en diminuant des dépenses ou en augmentant les impôts. Mais ils l'ont pas fait, ils ont laissé filer la dette. Et on nous dit aujourd'hui, les parlementaires ont été laxistes. On nous dit ils n'ont pas été courageux. On nous dit ils ont fait ça pour être réélus, pour pas être impopulaires. C'est possible, j'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est possible. Je trouve que ça correspond tellement, cette décision, année après année, de laisser filer une dette qui va enfermer l'État dans les pattes de ceux qui lui prêteront de l'argent plus tard, et quand ça va être tellement important que l'État va dépendre de ces gens-là, ça correspond tellement aux intérêts de ceux qui financent l'élection des élus, que j'ai du mal à croire que ce soit une coïncidence, quoi. Je sais bien que c'est complotiste, que c'est paranoïaque. N'empêche que ces parlementaires qui, depuis 1973, à gauche comme à droite d'ailleurs, à gauche entre guillemets, comme à droite entre guillemets, ont laissé filer la dette,
je trouve que c'est quand même un peu facile de les absoudre en disant ils n'ont pas été courageux, ils l'ont fait pour être élus. Ça ressemble plus à une mise en coupe réglée de l'État. Ça ressemble plus à une mise en coupe réglée de l'État et qui est compatible avec la destruction des nations qui vient avec l'Union européenne, qui va dans le même sens. La fabrication de l'Union européenne va dans le même sens de la destruction de cette nation, de cet État que nos grands-parents révolutionnaires en 1789 ont construit pour s'émanciper, pour s'arracher du joug de l'Ancien Régime. Et on est en train de se faire piquer la nation et l'État par ceux qui étaient les privilégiés de l'Ancien Régime, quoi. Hein. Je veux dire, c'est une contre-révolution. Et il y a des tas de gens qui écrivent des livres importants en les intitulant contre-révolution. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une contre-révolution. Les privilégiés d'il y a 200 ans sont en train de gommer ce qu'on a gagné en 1789 et à l'époque.